Bonjour à tous, peut-être que vous êtes intéressé par l'intelligence artificielle que vous découvrez dans les journaux autour de vous, mais vous ne savez pas vraiment par quel bout commencer votre voyage dans l'intelligence artificielle. Eh bien ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider. Et donc je commence aujourd'hui une nouvelle série de vidéos sur l'utilisation de la librairie scikit-learn pour Python pour l'apprentissage automatique. Dans cette série, je vais commencer par les bases les plus simples, puis la série évoluera progressivement pour montrer comment gérer l'intégralité d'un projet d'apprentissage automatique de A à Z. Il n'y a besoin d'aucun prérequis sur l'apprentissage automatique pour suivre ce vidéo, et en fait, nous allons passer les prochaines vidéos à parler d'apprentissage automatique sans écrire une seule ligne de code. La raison étant qu'il est important de comprendre certains concepts généraux de l'apprentissage automatique avant de les mettre en pratique. Vous aurez besoin d'avoir au moins une petite expérience de code avec Python, mais je suggérerai quelques ressources dans la prochaine vidéo si vous ne connaissez pas encore le langage Python. Alors c'est parti, dans cette vidéo, je vais couvrir aujourd'hui les sujets suivants. Qu'est-ce que l'apprentissage automatique ? Quelles sont les trois principales catégories d'apprentissage automatique ? Quels sont quelques exemples d'apprentissage automatique ? Et comment fonctionne l'apprentissage automatique ? Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est exactement que l'apprentissage automatique ? Alors si vous demandez aux médias, vous allez obtenir quelque chose comme ça. Donc ce sont deux images qui sont prises dans des articles de journaux sur l'intelligence artificielle. L'image de droite, en gros, dit que Google crée une intelligence artificielle et qu'on va tous mourir. L'image de gauche représente un cerveau et c'est une idée assez commune de se dire que l'on crée une sorte de cerveau artificiel. Mais bon, en vérité, c'est assez loin de la réalité de l'apprentissage automatique. Même si l'analogie du cerveau est utile pour expliquer certaines parties de ce que l'on va faire, on n'est pas du tout en train de créer un cerveau, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. On crée juste des algorithmes mathématiques qui travaillent sur des données. Pour simplifier, on peut définir l'apprentissage automatique comme l'extraction semi-automatisée de connaissances à partir de données. Alors ça peut paraître une définition un petit peu complexe, mais ne vous inquiétez pas, on va expliquer mot par mot ce que ça veut dire et vous allez y voir très clair. Il y a trois notions à voir dans ces définitions. Tout d'abord, l'apprentissage automatique commence toujours par les données et votre objectif est d'extraire des connaissances ou un aperçu de ces données. Vous avez une question à laquelle vous essayez de répondre et vous émettez l'hypothèse que vous pouvez répondre à cette question en utilisant les données. Deuxièmement, l'apprentissage automatique implique une certaine quantité d'automatisation. Plutôt que d'essayer de rassembler vos idées à partir de données manuellement, vous allez appliquer un processus ou un algorithme à vos données à l'aide d'un programme informatique qui va vous aider à gagner des connaissances. Et troisièmement, l'apprentissage automatique n'est pas un processus entièrement automatisé. Comme tout praticien vous le dira, l'apprentissage automatique vous oblige à prendre de nombreuses décisions intelligentes pour que le processus soit un succès. Et nous allons couvrir un grand nombre de ces décisions tout au long de ces vidéos pratiques. Maintenant, parlons un petit peu des trois principales catégories d'apprentissage automatique. Ce sont l'apprentissage supervisé, l'apprentissage non supervisé et la troisième qui est l'apprentissage par renforcement. Alors notons tout d'abord que la terminologie est un petit peu bizarre parce qu'à la base, on pourrait imaginer que tout ce qui n'est pas apprentissage supervisé est forcément apprentissage non supervisé. Mais ce n'est pas le cas puisqu'il y a une troisième catégorie qui est l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage supervisé est le processus de prédiction en utilisant des données labellisées. Par exemple, si ma base de données consiste en une pile d'images de chats et une pile d'images de chiens, et que je cherche à déterminer sur les futures images si c'est des chats ou des chiens, il s'agit là d'un apprentissage supervisé, car il existe un résultat spécifique que nous connaissons à l'avance. D'ailleurs, je vais vous donner un petit truc, à chaque fois que nos données ont un label qui donne en quelque sorte la bonne réponse à notre problème, on a affaire à de l'apprentissage supervisé. En revanche, l'apprentissage non supervisé est le processus utilisé pour comprendre la structure des données non labellisées ou pour apprendre à représenter au mieux des données non labellisées. Par exemple, si mon ensemble de données sont les caractéristiques et le comportement d'achat des acheteurs sur un site internet, et que ma tâche d'apprentissage est de segmenter les acheteurs en groupes qui présentent des comportements similaires, j'ai affaire à une tâche d'apprentissage non supervisé. Je pourrais trouver par exemple que les étudiants, les parents de jeunes enfants et les adultes plus âgés ont des comportements d'achat et des caractéristiques qui sont similaires au sein d'un même groupe, mais différentes d'un groupe à l'autre. Il s'agit d'une tâche d'apprentissage non supervisée car il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse sur le nombre de groupes qui peuvent être trouvés dans des données, à quel groupe appartiennent des personnes ou même comment décrire chaque groupe de personnes.
et il va y avoir plein de réponses différentes à toutes ces questions. Enfin, le troisième type d'apprentissage automatique est l'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement est très différent des deux autres types d'apprentissage. Il consiste à lâcher un agent dans un environnement un petit peu comme un petit enfant qui découvre le monde et qui va prendre un certain nombre d'actions. Il va apprendre par lui-même quelles sont les meilleures actions à prendre en fonction des conséquences qu'il observe pour chaque action. L'apprentissage par renforcement est utilisé par exemple pour créer des programmes pour jouer aux échecs, au poker ou à des jeux vidéo. Récemment, un programme de ce type a battu le champion du monde du jeu de Go. Alors le jeu de Go est un jeu très peu connu en France, mais c'est un jeu très complexe et la victoire de l'IA contre les meilleurs joueurs du monde à ce jeu est symbolique des progrès de l'IA dans de nombreux domaines. L'apprentissage par renforcement est en général ce qu'on en apprend en dernier parmi les trois types d'apprentissage automatique parce que c'est tout simplement le plus complexe. Bon, maintenant faisons un petit quiz. Imaginez que vous avez une base de données avec plein d'emails classés en deux catégories. Une catégorie spam, donc qui sont les messages que vous ne voulez pas lire avec des publicités, et une catégorie normale avec les messages que vous voulez lire et que vous voulez mettre dans votre boîte de réception. Donc ça, c'est ce dont vous disposez, et votre but, c'est de créer un modèle pour classer tous vos futurs messages, ou bien en tant que spam, ou bien en tant que message normal que vous voulez lire. S'agit-il d'un apprentissage supervisé, d'un apprentissage non supervisé, ou d'un apprentissage par renforcement ? Il s'agit d'un apprentissage supervisé, car votre objectif est de prédire un résultat spécifique, à savoir spam ou pas, pour chaque message. Les données dont on dispose ont clairement un label spam ou pas, et c'est le petit truc pour distinguer supervisé de non supervisé. Dans cette série de vidéos, je vais d'ailleurs me concentrer principalement sur l'apprentissage supervisé, et on va laisser l'apprentissage non supervisé et l'apprentissage par renforcement de côté pour des vidéos ultérieures. Voilà, nous avons parlé déjà de ce qu'est l'apprentissage supervisé, mais nous n'avons pas encore parlé de son fonctionnement. Alors comment est-ce que ça marche réellement ? Eh bien, en très gros, voici les deux principales étapes de l'apprentissage supervisé. Tout d'abord, vous entraînez un modèle d'apprentissage automatique à l'aide de vos données étiquetées existantes. Les données sont des données qui ont été étiquetées avec leurs résultats, ce qui, dans le cas de l'exemple du courrier électronique, est de savoir si chaque message est un spam ou pas. C'est ce qu'on appelle l'entraînement du modèle parce que le modèle apprend la relation entre les caractéristiques des données et le label correspondant. Dans notre cas, les caractéristiques des données peuvent inclure le texte du message, le nombre de liens dans l'email, la longueur du message, les fautes d'orthographe, la présence de certains mots comme par exemple Viagra ou l'association des mots comme dans vous avez gagné 1000 €, etc., etc. On peut imaginer plein de caractéristiques différentes. Donc une fois cette première étape d'entraînement terminée, vous allez passer à la deuxième étape qui est de faire des prédictions sur de nouvelles données dont vous ne connaissez pas le véritable résultat. En d'autres termes, lorsqu'un nouveau message électronique arrive dans votre boîte de réception, vous voulez que votre modèle qui est entraîné puisse prédire avec précision si l'email c'est un spam que vous voulez mettre dans votre poubelle ou si c'est un email normal que vous voulez lire. Pour résumer ces deux étapes, on pourrait dire que le modèle tire des enseignements des exemples passés en appliquant ce qu'il a appris à de futures entrées afin de prédire les résultats futurs. On dit souvent que l'objectif principal de l'apprentissage supervisé est de construire des modèles qui se généralisent bien aux données futures. En d'autres termes, vous souhaitez créer des modèles d'apprentissage automatique qui vont prédire avec précision les labels de vos futurs emails grâce aux données de vos emails passés. Cette description simplifiée de l'apprentissage automatique peut soulever certaines questions dans votre esprit, telles que comment choisir les caractéristiques de mes données à inclure dans mon modèle, comment choisir quel modèle utiliser, comment optimiser ce modèle pour de meilleures performances, comment puis-je m'assurer que je construis un modèle qui se généralisera bien aux données futures. Ce sont toutes d'excellentes questions qui font allusion à la complexité pour créer un modèle d'apprentissage automatique efficace et performant. Et tous ces problèmes seront abordés plus tard dans cette série de vidéos. Dans la prochaine vidéo de cette série, on va commencer à parler un petit peu de scikit-learn en montrant ses avantages et ses inconvénients, ainsi que quelques conseils pour l'installer et l'utiliser sur votre machine. En attendant, j'aimerais bien avoir de vos nouvelles dans les commentaires YouTube si vous avez une question sur l'apprentissage automatique ou si vous avez simplement un exemple sympa d'apprentissage automatique que vous souhaitez partager. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube pour voir les prochaines vidéos de cette série. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.